thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les pervers narcissiques dans le couple. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Donc, je vais commencer par une petite intro sur qui est le pervers narcissique. Même si j'emploie le masculin, je voulais absolument vous dire que les femmes peuvent bien sûr aussi être pervers narcissiques. Donc, le pervers narcissique structurellement accompli utilise soit le lien familial, professionnel ou amoureux pour assujettir l'autre. Il a besoin de cette proximité pour exercer son emprise et ne permettra pas à sa victime de prendre de la distance. Il est froid intérieurement, ne connaît pas la culpabilité et n'hésite pas à culpabiliser les autres. Ses valeurs, ses sentiments et son comportement changent en fonction des gens et du contexte qui l'entoure. Extérieurement, il est plutôt aimable et peut feindre la compassion et la sympathie. Il est séducteur et, si nécessaire, peut être ponctuellement très serviable, surtout si cela lui permet d'atteindre ses objectifs, bien souvent aux dépens des autres. Il ne prend jamais en compte les besoins et les sentiments des autres, sauf pour s'en servir, manipuler sa victime, l'isoler et l'amener à faire ce qu'il veut. Il est égocentrique, exige de l'autre la perfection. C'est aussi un menteur. Généralement habile avec la parole, il se sert largement du double sens des mots pour manipuler, se positionner en victime pour se faire plaindre ou rendre l'autre volontairement mal à l'aise. Même s'il n'a aucune valeur propre, il utilise la morale et les valeurs des autres pour arriver à ses fins. Il peut mettre en avant des raisons apparemment très logiques pour justifier ses passages à l'acte. Il peut également être jaloux et infidèle. Il ne supporte pas la critique, mais critique sans cesse. Pour se revaloriser, il se nourrit de l'image de sa victime. Plus il la dévalorise, plus il se sent fort. Qu'il ressente une angoisse et, rapidement, cette angoisse habite l'autre. Par des mécanismes que nous allons étudier, il fait porter aux autres ce qui devrait être sa rage, ses peurs et sa culpabilité, autant dire sa folie. Or, si le pervers narcissique accompli existe, il faut savoir que nous avons tous, à certains moments, des fonctionnements pervers narcissiques. Le principal est d'en prendre conscience et de rectifier le tir. Alors, dans une première partie, nous allons voir le pervers et ses pulsions. Le premier mécanisme employé par le pervers est le passage à l'acte. Le pervers ne peut contenir ses pulsions. Le passage à l'acte lui permet de les évacuer vers l'extérieur. Le pervers a entendu la loi, il sait que ce qu'il fait est répréhensible, donc pour passer à l'acte, il va devoir dénier l'origine et la portée de ses actes et faire supporter à l'autre ce qu'il devrait être sa culpabilité. Le pervers narcissique structurellement accompli est calme car il vous fait porter sa rage. C'est quelqu'un qui est apprécié en dehors de la relation qu'il a avec sa victime. C'est quelqu'un qui est bien souvent et admiré, qui sait s'adapter à son environnement, qui peut être extrêmement séducteur. Le deuxième mécanisme de défense, c'est le déni, qui aime bien, châtie bien. Le déni est un mécanisme de protection du psychisme qui oblige au refus de la réalité. Dans les pathologies du narcissisme, la réalité et les angoisses qu'elle génère peuvent être déniées, tout comme les conséquences des actes. Dans le déni, le conflit est nié, non avenu. Le pervers utilise le déni pour nier ses responsabilités ainsi que la réalité de ses actes. Comme le déni ne suffit pas, le pervers projette dans l'autre ce qui serait sa culpabilité en le culpabilisant. Le pervers doit aussi se couper en deux, garder sa bonne image et projeter vers l'extérieur sa part mauvaise et la faire porter par un autre. C'est ce qu'on appelle clivage et identification projective. Le pervers donc ne refoule pas sa pulsion dans son inconscient. Lui se coupe en deux. Le moi clivé permet le passage de la pulsion tout en conservant une partie saine. Ainsi, deux moi coexistent, l'un sain, l'autre malsain. La partie malsaine sera projetée vers l'extérieur. Pour le pervers, l'identification projective lui permet d'expulser ce qui serait de la culpabilité chez le névrosé en culpabilisant l'autre. Encore une fois, la victime est posée comme responsable de ce qui lui arrive. Le pervers accuse sa victime et la rend responsable de ce qui lui arrive. Un autre mécanisme de défense, c'est la communication paradoxale.
Le pervers communique donc de façon paradoxale, ce qui va lui permettre d'assujettir sa victime. En perdant son souffre-douleur dans un dédale d'informations contradictoires, il l'empêchera de prendre de la distance, de penser et de réagir sainement. Par ces injonctions paradoxales, le pervers affaiblit le moi de sa victime, qui ne sait plus où est la réalité. Alors, disqualification et projection permettent à l'agresseur de transférer ses propres conflits dans l'autre, évitant ainsi d'entrer en dépression. Il éprouve également du plaisir à la manipulation, l'autre est en pleine confusion, alors que l'agresseur sait très bien où il en est. Plus il le dévalorise, plus il se sent bien. Il y a également ce qu'on appelle une fragilité narcissique chez le pervers narcissique. Donc, c'est souvent à l'instar de sa victime que le pervers souffre d'une faille narcissique, c'est-à-dire d'un manque de confiance en lui et en son image. Il ne se sent pas aimable, il n'a pu trouver de reflet suffisamment bon dans son enfance pour se rassurer et se construire. Pour compenser, il développe une image démesurée de lui-même. Aussi cohabite en lui, paradoxalement, une faible estime de soi liée à son chaos intérieur et une haute idée de l'image qui lui conviendra de maintenir à tout prix en surjouant son personnage ou en dévalorisant les autres. Donc, pourquoi le pervers doit-il démontrer que sa victime est mauvaise? Le tort de sa victime est bien souvent d'avoir révélé au pervers narcissique la faille entre l'image qu'il veut montrer de lui et son ressenti intérieur. Le pervers, il faut savoir, se juge à travers les autres. Parfois, sans le vouloir, la future victime met en exergue la médiocrité de l'image que l'agresseur a de lui-même. Alors, le pervers cherche à rabaisser l'image de sa victime au lieu de se remettre en question. Il ne supporte pas le conflit. Dès qu'il ressent un conflit, il l'exporte dans l'autre. C'est son premier objectif. Son deuxième objectif est de rehausser l'image qu'il a de lui-même. Pour cette raison, paradoxalement, le pervers admire sa victime. Il ne lui dira jamais. Il lui dira même toujours le contraire. Mais s'il ne l'admirait pas, il ne resterait pas. Le pervers narcissique se revalorise au contact de sa victime, qu'il trouve au fond plus forte que lui. Il se revalorise grâce à sa victime, mais la réciproque n'est pas vraie. Au contraire, il s'ingénie à la descendre, à la dévaloriser. On peut dire du coup que le pervers est un enfant dans un corps d'adulte. Le pervers ne s'est pas totalement structuré. Il a conservé une structure infantile. C'est un enfant qui ne supporte pas d'être pris en défaut. Il ne supporte pas le conflit intérieur et dès qu'il en rencontre un, il le projette dans l'autre. Culpabilité et angoisse d'abandon. Le pervers narcissique n'ayant pu se créer d'image saine n'est pas vraiment différencié de l'autre et peut ainsi se confondre avec lui confier ses mauvais penchants et s'attribuer le beau rôle. En manipulant l'autre et en asseyant ainsi son pouvoir, il tente de se réunifier en faisant de l'autre sa chose, son prolongement. Si l'autre venait à disparaître, le pervers entrerait dans une angoisse terrible, comme si l'autre partait avec une part de lui. Le pervers narcissique n'a pas pu aborder le complexe d'Oedipe, il se vit comme un enfant dans un corps d'adulte, il n'a pas développé de surmoi, donc le surmoi c'est ce qui fait appel à des valeurs morales, il est plutôt mu par son idéal du moi et n'arrive pas à trouver ses limites. Il sera par conséquent facilement débordé par ses pulsions, il recherche donc constamment à vérifier son pouvoir et reste porteur d'une angoisse massive d'abandon. L'origine du besoin de pouvoir, l'enfant donc s'est senti abandonné par sa mère au profit du père. Cet autre possède quelque chose que l'enfant ne possède pas. Cet autre que la mère va rejoindre sera à la fois admiré et haï. Si ce père est écrasant, inaccessible ou vacillant, ou si la mère ne lui permet pas de s'émanciper, l'enfant risque de régresser à un état antérieur, s'en retourner vers sa mère et ne pas dépasser l'Oedipe. Par ces injonctions, le pervers narcissique prend le pouvoir en castrant l'image du père ou de ses équivalents sociaux. Le deuil, impossible. Le pervers narcissique est incapable de faire face au renoncement et au conflit, notamment à celui dû à la perte de l'image idéalisée de sa mère. Donc il a une angoisse de la perte. Pour éviter l'angoisse de séparation apparentée au deuil qui pourrait se produire s'il était quitté, le pervers narcissique ne peut investir bien longtemps sa victime en tant que sujet. Elle doit devenir objet.
On a donné au pervers une si basse idée de lui-même qu'il pense que cela ne manquera pas de se reproduire et que l'autre ne restera pas. Ce qui fait qu'il y a des pathologies du deuil qui se sont installées. Le pervers narcissique évoluerait entre le déni et la colère. Au déni correspondrait la dévalorisation de sa victime, c'est-à-dire la négation de son importance, ce qui permettrait de minimiser sa perte potentielle. À la phase de colère correspondraient ses agressions, tentatives d'expulsion de ses sentiments et culpabilisation de l'autre. Le pervers narcissique dévalorise son partenaire, mais le retient en même temps. Voilà, cette première partie sur les pervers narcissiques est terminée. Pour ce travail, pour ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Les pervers narcissiques, qui sont-ils, comment fonctionnent-ils et comment leur échapper de Jean-Charles Bouchou. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, psychologue clinicienne, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.